7h-9h, le grand matin Sud Radio. Stéphanie Demuru. 8h18, l'heure de recevoir mon invité politique aujourd'hui, Pierre-Alexandre Anglade, député Renaissance des Français de l'étranger, président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Bonjour Pierre-Alexandre Anglade, merci beaucoup d'être avec nous. Alors cela devait être un moment de grande célébration nationale, mais la fête du 14 juillet est clairement, on peut le dire, ternie par le contexte des émeutes récentes, dispositifs de sécurité records, feux d'artifice annulés ici ou là. En clair, nous ne sommes plus capables de faire la fête dans notre pays sans risque de débordement. Ça vous inspire quel sentiment ? Si, nous le sommes. Nous sommes capables de faire la fête dans notre pays sans risque de débordement. Et je pense que les 14 juillet précédents, les différentes célébrations ça et là qui ont pu avoir lieu l'ont montré ces dernières années. Simplement, il y a un contexte lié aux récentes émeutes urbaines que nous avons connues qui exige, je crois, de la fermeté et de l'autorité de la part de l'État, du chef de l'État et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. C'est ce qui a été décidé avec un dispositif de sécurité exceptionnel pour faire en sorte que justement les Françaises et les Français puissent célébrer notre fête nationale. Et d'ailleurs, je souhaite à chacune et chacun une très bonne fête nationale dans les meilleures conditions. Et si ça et là, des élus ont fait le choix d'annuler quelques festivités, ce n'est pas le cas dans l'écrasante majorité des communes de ce pays. Donc il faut avoir de la vigilance parce que nous avons connu des émeutes importantes, il ne faut pas les minorer. Mais l'État et les forces de l'ordre sont là pour s'assurer que les Françaises et les Français puissent passer cette fête dans les meilleures conditions. Oui, 130 000 forces de l'ordre mobilisées, eux, c'est sûr qu'ils ne vont pas passer de bonnes fêtes. On les a beaucoup sollicités d'ailleurs lors des précédentes crises déjà. Alors, Éric Dupond-Moretti a prévenu, effectivement, vous parliez de cette fermeté. Si certains souhaitent gâcher la fête, eh bien la justice sera au rendez-vous. On a un petit peu envie de lui dire que c'est la moindre des choses quand même. Ça veut dire qu'avant, cette justice, elle n'était pas forcément au rendez-vous ou pas assez ? Si, moi je crois qu'il y a une institution judiciaire dans notre pays qui fait preuve de fermeté, qui le démontre. On est un des pays qui condamne le plus, qui emprisonne le plus, et donc il n'y a pas de laxisme. Oui, qu'il n'y a pas de laxisme de la part de la justice. Il peut y avoir parfois ce sentiment qui est colporté ça et là, mais je crois que ce qui s'est passé en France ces dernières semaines avec les émeutes, on devrait montrer que la justice savait réagir avec fermeté, avec rapidité, parce qu'il y a eu des peines de prison fermes qui ont été prononcées contre celles et ceux qui ont cassé, qui ont dégradé, qui s'en sont pris à nos forces de l'ordre. Et dans l'État républicain qu'est le nôtre, c'est absolument inacceptable de s'en prendre aux forces de l'ordre, aux élus, aux mairies, aux édifices publics. Et je trouve que le garde des Sceaux a raison de rappeler que la justice de ce pays peut être ferme, et c'est nécessaire. En tout cas, Pierre-Alexandre Anglade, c'est une fermeté qui a été peut-être perçue un peu tard par certains. Beaucoup de vos opposants, évidemment particulièrement à droite, vous le reprochent, mais pas que. Il y a Pierre Brochand, on en parle souvent, qui a mené un entretien dans un des magazines, l'Express, si mes souvenirs sont bons, le Figaro Magazine, ancien de la DGSE. Ils ont dénoncé un problème de laxisme judiciaire global dans le pays qui entraîne un sentiment d'impunité, un défi de l'autorité. Est-ce que vous le constatez ? Pourquoi une proposition de loi n'émerge pas dans le sillage justement de la part de la majorité ? D'abord, moi je voudrais dire qu'on est en ce moment à l'Assemblée nationale, et ça s'est d'ailleurs terminé hier soir, nous avons voté un projet de loi de programmation de la justice qui renforce considérablement les moyens de la justice pour faire en sorte qu'elle puisse agir plus rapidement. C'est vrai que notre justice, pendant longtemps, n'avait pas les moyens de la fermeté et de la réponse pénale qui était parfois exigée à juste titre par beaucoup de nos concitoyens. Et donc depuis 2017, nous avons amorcé la remontée en puissance de la justice et nous l'accélérons considérablement avec cette loi qui a été votée hier soir à l'Assemblée nationale en première lecture, qui ira ensuite au Sénat. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que dans notre pays, il y a aujourd'hui un défaut d'autorité. Il y a un défaut d'autorité où l'autorité de la police, l'autorité de la justice, l'autorité de l'école, l'autorité parfois des élus est contestée par une partie de nos concitoyens, une partie infime. Parce que la vérité, c'est que parmi les 67 millions de Français, l'écrasante majorité de nos concitoyens respectent les institutions de la République. Et donc, oui, mais vous avez vu ce que fait une minorité de personnes. Oui, vous avez raison. Et 650 millions d'euros de dégâts, les forces de l'ordre surmobilisées pour le 14 juillet, on a un sentiment de prise en otage. Oui, prise en otage, le terme est peut-être entre fort, guillemets. Mais vous avez raison de dire qu'il y a aujourd'hui une minorité dans ce pays qui crée le désordre et qu'il y a une majorité de Françaises et de Français qui exigent un retour d'autorité et de fermeté. Et le président de la République, comme le ministre de l'Intérieur, sont résolument engagés sur ce chemin. Aujourd'hui, cette loi sur la justice dont vous parlez suffira à éviter qu'un tel choc se reproduise, selon vous, où il y a un travail de fond à accomplir? Mais ce à quoi nous avons assisté ces dernières semaines en France est multifactoriel. C'est pas la faute de la justice si des gamins
des délinquants sont venus brûler des mairies. Ce qui s'est passé, c'est un défaut d'autorité, un affaiblissement de l'école, un affaiblissement de l'autorité de la police dans certains quartiers, alimenté par certains responsables politiques, notamment au sein de la France Insoumise, qui perpétuellement dénoncent la police, ont des slogans qui l'affaiblissent, qui parfois la mettent en danger. Et moi, je considère que dans la classe politique, il y a une grande part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, et en particulier au sein de la NUPES, et en particulier au sein de la France Insoumise, qui alimente ces violences et cet état larvé d'émeutes que nous avons connu ces dernières semaines. Les filles, la NUPES qui fait évidemment pas le lien entre ce qui s'est passé et l'immigration. D'ailleurs, c'est le cas également dans votre camp. Gérald Darmanin ne fait pas ce lien, il le refuse. La droite, en revanche, le fait. Est-ce que vous, Pierre-Alexandre Anglade, vous le faites, ce lien entre ce qui s'est passé et les questions d'immigration? Ce serait un raccourci qui serait erroné. Parce que venir expliquer que ce qui s'est passé en France serait le seul fait de la politique d'immigration est une fable. C'est un affaiblissement de l'autorité de l'État. Ce n'est pas le fait d'enfants ou de jeunes adolescents qui sont pour certains, qui sont même pour la plupart d'entre eux, nés sur le territoire national, puisque dans les fameuses émeutes, il n'y en a que 10% qui n'étaient pas des ressortissants français. Donc venir créer un lien immédiat, direct entre l'immigration, l'intégration et l'identité, il n'y a pas que l'immigration, mais les questions d'identité. Est à mon sens un raccourci erroné, et moi je ne me prêterai pas à ça. On parlait de la NUPES, d'LFI, nouvelle manifestation contre les violences policières en soutien du comité Adama Traoré ce week-end à l'appel de plusieurs syndicats et partis de gauche. Elle a été déclarée interdite par le préfet Nunez. Vous pensez que les députés LFI se présenteront à nouveau et faites-vous partie des élus qui souhaitent les sanctionner? La France Insoumise est le parti du désordre et de la violence. Ce sont les élus du désordre et de la violence. Ils alimentent depuis 1 an dans le pays un climat insurrectionnel. Ils sont celles et ceux qui, à l'Assemblée nationale, empêchent le débat démocratique. Ils sont celles et ceux qui, ceints de leur écharpe tricolore, vont dans des manifestations interdites parce qu'elles représentent un trouble et un danger à l'ordre public. Et ceux-là qui vont dans les manifestations avec leur écharpe tricolore, c'est pas rien d'aller avec son écharpe tricolore. Alors ils ont le droit, dans les manifestations. Oui, ils ont le droit de porter leur écharpe tricolore. Ça, ils ont le droit d'assister à ces manifestations, même interdites. Un parlementaire est libre de se déplacer. Mais ce n'est pas le rôle et ce n'est pas la place d'un élu d'aller dans une manifestation interdite parce qu'elle peut générer de la violence et du désordre. Et donc ceux-là sont indignes de l'écharpe qu'ils arborent. Et moi, je soutiens la demande de ma présidente de groupe, Aurore Berger, et des présidents de groupe de la majorité, de sanctions contre ces élus. Pierre-Alexandre Anglade, un sondage aujourd'hui, Odoxa pour le Figaro, nous dit que 78% des Français pensent que le président de la République n'a pas atteint l'objectif fixé à l'issue des fameux 100 jours, supposés ramener l'apaisement suite, on s'en souvient, à l'adoption de la réforme des retraites qui a secoué le pays. Insécurité, tension sociale, inflation, inquiétude, montée du RN. Est-ce que vous reconnaissez un échec d'Emmanuel Macron et de sa première ministre ? Non, moi je vous rappelle simplement le contexte dans lequel le président de la République s'était exprimé lorsqu'il avait parlé de ces 100 jours où nous sortions de la réforme des retraites qui avait été une période éruptive politiquement pour le pays. Et il y avait une volonté politique claire de notre part et de sa part de reprendre en main le cours du quinquennat en réamorçant et en réaccélérant les réformes. Et au cours de ces 100 jours, nous avons adopté un grand nombre de réformes à l'Assemblée nationale. Je parlais du projet de loi justice, mais on a aussi adopté il y a quelques jours de cela, avant-hier, le projet de loi sur la loi de programmation militaire qui fait remonter en puissance nos armées avec des investissements massifs. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs en Europe. Les prix et l'inflation, même si c'est encore dur pour beaucoup de nos concitoyens, et je ne le minore pas, baissent sensiblement, et nous sommes le pays d'Europe, un des pays d'Europe avec l'inflation la plus basse. Nous allons voter dans quelques jours le projet de loi Industrie verte pour recréer de l'emploi industriel, et on a commencé à le faire avec les fameuses usines de batteries. Donc non, les 100 jours sont réussis. Il y a un contexte social qui est difficile. Sûr que les Français le ressentent comme ça, en tout cas. Est-ce que le président de la République va ne pas parler aujourd'hui, ne va pas parler dans les prochains jours certainement? Emmanuel Macron n'aurait-il pas dû saisir l'opportunité de ce symbole justement pour prononcer un discours fort à destination des Français après cette violente crise? Vous savez, il s'est beaucoup exprimé, le président de la République, ces 3 derniers mois. Ça lui a parfois même été reproché. On a dit que le président était omniprésent et qu'il était partout. Et à l'inverse, quand il ne parle pas, on vient lui reprocher de ne pas parler. C'était un jour symbolique. Oui, vous avez raison que c'est un jour symbolique, mais rien n'exige que le président de la République parle aujourd'hui. Il a dit qu'il le ferait
dans les jours qui viennent, et que ce soit aujourd'hui ou dans quelques jours, au fond, l'important c'est le message qu'il véhiculera aux Français. Et je pense que dans ce jour de fête nationale où nous célébrons nos armées, eh bien, ce sont eux qui devraient être mis en avant, et c'est ce que le président de la République a choisi de faire. Alors Pierre-Alexandre Langlade, vous êtes également le président de la Commission des affaires européennes. En marge du sommet de l'OTAN cette semaine, Emmanuel Macron a annoncé la livraison de missiles longue portée Scalp à l'Ukraine. Vous étiez d'ailleurs récemment en Ukraine. Est-ce qu'il était indispensable, selon vous, d'intensifier, d'accélérer ces livraisons d'armes? Certains les trouvent dangereuses. On a vu la réaction de Marine Le Pen qui estime que le président de la République est irresponsable. Oui, c'était nécessaire de faire livrer ces missiles à l'Ukraine, qui se bat pour sa liberté et sa souveraineté, qui est un pays qui est agressé, non pas pour ce qu'il est, il ne menace ni n'agresse personne, il est attaqué pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pays libre, démocratique et qui regarde vers l'Europe. Et donc cette agression indue de la Russie, elle exige de nous, Européens, que nous apportions à la résistance ukrainienne les moyens de se défendre. Et quand j'entends Marine Le Pen venir parler d'escalade lorsque la France fait le choix d'apporter des armes à la résistance ukrainienne. C'est pas la seule, il y a Olivier Marleix, également LR. Ça vient confirmer ce que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a mis en lumière, c'est-à-dire que Marine Le Pen est la courroie de transmission des positions russes en France et la courroie de transmission des positions du Kremlin. Elle s'est fait une nouvelle fois la porte-parole de Vladimir Poutine en France. Olivier Marleix, vous le disiez, patron LR à l'Assemblée nationale, livrer des missiles de longue portée me paraît participer à une escalade. Oui, beaucoup de Français le ressentent. On leur a posé la question l'autre jour. C'était une majorité qui estimait que c'était assez dangereux comme attitude. Non, je voudrais dire à nos concitoyens que c'est justement une attitude de responsabilité. Parce que si nous abandonnions l'Ukraine, eh bien, demain, la Russie de Vladimir Poutine viendrait tester nos frontières, les frontières de l'Union européenne, des États baltes, de la Pologne, de la Roumanie. Et nous connaîtrions une déstabilisation profonde en France et sur tout le continent européen. Et ce que nous voyons aujourd'hui sur les prix de l'énergie, sur l'inflation, sur les difficultés du quotidien qui viennent de la guerre en Ukraine, pas que de la guerre en Ukraine, mais aussi de la guerre en Ukraine, serait décuplé. Et donc, quand nous soutenons l'Ukraine, nous protégeons aussi la France et les Européens. Et cela, c'est important de le rappeler. Alors, sans forcément remercier, sauf erreur de ma part, pour la livraison d'armes, de son côté, Volodymyr Zelensky a reproché aux membres de l'OTAN une indécision sans précédent et absurde quant à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Vous lui répondez quoi? Vous avez envie de le rassurer sur l'avenir? Je crois que Volodymyr Zelensky exprime la position d'un chef d'État qui est en guerre et qui voit son peuple souffrir depuis maintenant 1 an et demi et qui voit quotidiennement les bombes russes s'écraser sur les cibles civiles. Et donc il attend des Européens, des Occidentaux, le soutien le plus ferme. Mais Volodymyr Zelensky le sait aussi, le sommet de l'OTAN a tracé des perspectives claires d'adhésion pour son pays à l'OTAN dans les années qui viennent. Une fois que la guerre sera terminée, il y a notamment un sommet OTAN-Ukraine qui a été mis en place, qui doit permettre à terme l'adhésion de son pays au sein de l'Alliance Atlantique. On arrive bientôt à la fin de cette interview. J'avais une question évidemment à vous poser sur cette visite un petit peu controversée du Premier ministre indien, Narendra Modi, invité d'honneur de ce 14 juillet. Cela fait partie du jeu obligatoire afin de vendre des rafales? Le président Modi et l'Inde est un pays ami de la France. Nous célébrons cette année les 25 ans du partenariat stratégique entre la France et l'Inde. Nous agissons ensemble dans la zone Indo-Pacifique où nous avons nous-mêmes des territoires. Et donc l'Inde est un partenaire très important pour la France, un partenaire économique, un partenaire militaire, un partenaire diplomatique. C'est un grand pays avec lequel nous avons de grands enjeux à résoudre pour le climat, pour la planète, pour la paix dans le monde. C'est vrai que la Ligue des droits de l'homme dénonce cette invitation qui envoie à nouveau un signal, je cite, catastrophique en matière de négation de nos valeurs démocratiques. On sent quand même la France prompte à critiquer beaucoup de pays quand ça l'arrange et un peu moins quand ça ne l'arrange pas. Non, moi je ne partage pas cette analyse. Vous savez, la diplomatie, vous ne parlez pas qu'avec vos amis ou ceux qui ont exactement les mêmes valeurs. D'ailleurs, ça a beaucoup été reproché au président de la République à une époque de pouvoir entretenir le dialogue avec Vladimir Poutine, justement pour essayer de faire cesser la guerre. Si vous parlez qu'à vos amis, vous ne faites pas avancer grand-chose. Il faut parler avec des pays qui peuvent parfois alimenter la controverse. Et l'Inde est un grand pays, un pays ami de la France, et je pense que c'est la place du Premier ministre indien d'être ici aujourd'hui à Paris. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Anglade, député Renaissance des Français de l'étranger, président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale.